Martin Paul Samba, condamné à mort, marcha. Il marcha jusqu'au peloton d'exécution. On voulait lui bander les yeux, mais il refusa. Samba n'avait pas peur de mourir. Debout, il attendit le signal. Alors, le commandant blanc pria. Feu! Alors, à ce moment-là, Samba sortit de sa poche un mouchoir qu'il avait ramené d'Allemagne et qu'il portait tout le temps sur lui. C'était son porte-bonheur. Il l'agita. Les fusils crépitèrent, mais les balles sifflèrent tout autour et aucune n'osa le toucher. Le commandant ordonna au premier soldat: tirez! Le coup partit. Le mouchoir s'agita, mais les balles passèrent dans ses flancs. Le second soldat tira. Le mouchoir s'agita, et les balles passèrent dans ses flancs. Alors le commandant blanc, furieux, cria à tout son peloton: feu! Tout le peloton tira en même temps. Le mouchoir s'agita, mais Samba, toujours souriant, était toujours debout. L'intérêt des Européens pour l'Afrique se manifeste très tôt, pratiquement vers le 15e, 16e siècle, quand les découvertes portugaises et espagnoles permettent aux caravelles de traverser les mers, les océans, de découvrir, comme ils les appellent, découvrir le Nouveau Monde, découvrir l'Afrique, et trouver que dans ce monde qu'on appelle l'Afrique, il y a une population de couleur tout à fait particulière, la couleur noire. Et pour eux, c'est quelque chose de suffisamment nouveau qui les amène à penser que ce noir mérite d'être connu à l'Occident. Et les premiers noirs qui vont être amenés vers le Portugal, précisément, et puis un peu plus tard vers l'Espagne, ce sont des trophées. Quand les Européens vont arriver en Amérique, qui regorge de terres arabes qu'on peut exploiter, et commence à y faire des plantations de coton, de canne à sucre et autres. Et ils se rendent compte que les populations autochtones du Nouveau Monde ne sont pas prêts à faire ce travail ardu. Et l'idée leur vient: ah, mais nous avons vu des peuples forts quelque part, il faudrait qu'on y aille. D'où le mouvement des navires négriers qui sont venus sur les côtes africaines à la recherche de ce bois d'ébène qui va être transplanté dans le Nouveau Monde. Et on va installer un nouveau commerce, ce qu'on appelle le commerce triangulaire, entre l'Afrique, où on cherche les esclaves, pour l'Amérique, où on travaille dans les plantations, et les recettes vont être transportées en Europe, où les industries vont commencer à se mettre en place.
Dans le mouvement d'installation ici, c'est les Anglais d'abord qui s'installent durablement sur nos côtes. Il y a une relation fusionnelle qui va s'installer entre les chefs de la côte et les Anglais qui n'étaient pas à l'intérieur, qui avaient déjà commencé pendant la traite négrière, qui restaient sur la côte et envoyaient les gens vers l'intérieur. Les chefs douala étaient des commerçants intermédiaires qui allaient donc vers l'intérieur pour chercher ce qu'il fallait pour les Européens installés à la côte. Et quand, disons, les Anglais, premiers, mettent un terme au commerce triangulaire, combattent les navires négriers, s'installent avec les chefs une nouvelle alliance. Parce que maintenant, c'est les missionnaires qui prennent le pas sur les commerçants et apportent cette religion chrétienne qui veut que tous les hommes sont les enfants de Dieu. Et bien entendu, on a beaucoup de gens de la côte qui adhèrent à cette nouvelle religion. Et en plus de cela, les douaniers qui sont aussi frontaliers avec le Nigeria, à travers la côte, savent que les Anglais sont installés au Nigeria et ont des relations assez fusionnelles aussi avec les chefs là-bas. Et ils trouvent que ce que les Anglais ont apporté au Nigeria est bon. Ils commencent donc à écrire pour demander que les Anglais s'installent durablement, qu'ils annexent leur territoire. Douala, 7 août 1879, à la reine Victoria. Nous souhaitons avoir vos lois dans nos villes. Nous voulons modifier nos coutumes. Il y a beaucoup de guerres dans notre pays, beaucoup de crimes et beaucoup d'adorateurs d'idoles. Nous avons souvent parlé au consul anglais en vue d'avoir ici une administration anglaise. Quand nous entendons comment, au fleuve Calabar, ils ont toutes les lois anglaises dans leur ville et comment ils ont aboli toutes leurs superstitions, oh, nous serions vraiment heureux d'être comme Calabar maintenant. Douala, 6 mars 1884. À Monsieur Ewet. Comme vous êtes le consul d'Angleterre, je vous écris afin que vous exposiez ma requête au gouvernement anglais. Dites-leur que je désire que mon pays soit gouverné par lui. Cher monsieur, je suis fatigué de gouverner mon pays. Chaque dispute ici amène toujours une guerre et souvent une grande perte de vie. Et entre-temps, les Allemands sont venus aussi à la côte, mais des commerçants. Les commerçants allemands font pression sur Bismarck, qui finit par accepter l'idée de s'engager dans l'impérialisme outre-mer. Et envoie donc, comme on sait, son légat, Nachtigal, qui vient et qui trouve ces chefs douala qui en ont marre d'attendre les Anglais et ils signent avec eux le fameux traité germano-douala. Le traité germano-douala du 12 juillet 1884. Nous, sous-signés rois et chefs du territoire nommé Cameroun, situé le long du fleuve Cameroun, entre les fleuves Bimbia au nord et Kwakwa au sud, jusqu'au 4e 10 degrés de longitude nord, avons aujourd'hui, au cours d'une assemblée tenue en la factory allemande sur le rivage du roi Akwa, volontairement décidé que nous abandonnons totalement aujourd'hui nos droits concernant la souveraineté, la législation et l'administration de notre territoire à M. Edward Smith, agissant pour le compte de la firme C. Vorman et Johannes Voss, agissant pour le compte de la firme Janssen et Tormalen, tous deux à Hambourg et commerçant depuis des années dans ces fleuves. En 1884,
parce que les Européens ont les problèmes en Afrique, ils se querellent pour les territoires africains, notamment les zones de la côte, finissent donc par chercher un moyen de résoudre le problème européen. La conférence de Berlin va procéder au partage. Chacun va prendre sa partie de l'Afrique. Il y a l'Afrique espagnole, l'Afrique allemande, l'Afrique anglaise, l'Afrique portugaise, l'Afrique française. Donc les Allemands vont engager une procédure de conquête de la côte vers l'intérieur. En fait, c'est là que les problèmes ont vraiment commencé. Écoutez, ces gens sont arrivés chez nous, sans prévenir. Et du coup, ils ont commencé à tout chambouler comme s'ils étaient chez eux. Les Allemands sont très mal accueillis au Cameroun parce qu'ils n'avaient pas été invités. Certes, les rois et chefs Douala, après avoir sollicité en vain l'intervention de la reine d'Angleterre, se sont tournés vers le chancelier allemand, à la demande des commerçants allemands installés à la côte. Ils ont écrit au chancelier, qui a d'abord hésité, mais qui a finalement cédé. Si on regarde un peu la situation en 84, 85, toute la côte africaine a été un peu occupée par les différents pouvoirs. Ici au Cameroun, on avait cette situation également. On avait donc la côte vers Victoria, aujourd'hui Limbe, qui était sous domination anglaise. Bon, les Anglais avaient les intérêts là-bas. On avait le côté de Malimba, où les Français ont déjà fait les premiers contrats. Et maintenant, il y avait juste un petit endroit entre les deux. Et voilà, c'est là où donc Wörmann fait l'instruction à ses agents sur place que voilà, faites un effort pour créer quelques contrats, pour que quand le consul allemand ou le commissaire allemand arrive, que vous pouvez le présenter les papiers. Et à partir de 1887, les Allemands choisissent donc la région de Grand Batanga pour accéder dans l'arrière-pays parce qu'ils voulaient éviter la région de Douala à cause de l'hostilité sans doute certaine des chefs Douala avec lesquels ils avaient signé le traité germano-Douala. Donc, ils partent de Grand Batanga et, dans un premier temps, ils vont tenter, notamment, ceux qui partent, c'est Koundé et Tapenbeck, les deux explorateurs que nous connaissons. Et là, ils font face à l'hostilité des populations locales qui ne veulent pas voir les étrangers entrer dans leur village ou traverser leur village. Ils tentent d'utiliser ce qu'on peut appeler l'expertise locale, c'est-à-dire des guides fournis par des chefs locaux. Mais ces guides-là ont reçu des consignes de ne pas amener les explorateurs loin à l'intérieur et les tourner en rond, non loin de la côte. Les Allemands se rendent compte de la supercherie et décident donc de choisir un autre guide. C'est donc à ce moment-là que Martin-Paul Samba intervient sur proposition de son oncle Obame Bono. Martin-Paul Samba. En réalité, son nom c'était Mbanga, Mebon. Mais ils l'ont appelé Samba. Martin-Paul Samba. C'est quelqu'un qui naît dans la région de Bolova, à Metutuengon, et dont la vie au départ est marquée par une double tragédie. C'est-à-dire quand il naît, aux alentours de 1875, il perd en très peu de temps son père et sa mère.
dont il est élevé par son oncle qui s'appelait Obam Ebono. Son père était un Yemeyema du nom de Bono Mbenga et sa mère était une Isambita du nom de Mengemei. Et quelque temps après, sa famille a émigré de la localité de Bolova vers Kribi et s'est installée dans un village situé à une quarantaine de kilomètres de Kribi appelé Akok, un village du clan Yemeyema. Le destin de Marston Paul Samba sera donc lié à l'oncle qui l'élève, parce que c'est quelqu'un qui est engagé dans les affaires commerciales avec la côte. Et lorsque le jeune garçon devient adolescent, il est souvent le garçon de course de son oncle qui doit relier la côte où il doit rencontrer les partenaires commerciaux de son oncle. À l'âge de 14 ans, la première mission, Kunta Pembek, qui a échoué avec le chef Toko, reçoit de son oncle ce jeune orphelin. Il dit, bon, il est habitué aux pistes dans la forêt, il peut vous servir de guide. Il les a accompagnés au point que Goodford Morgan et Tappenbeck ont apprécié la collaboration qu'il leur a apportée. Von Morgan avait pour mission de relier la côte à la Damawa, donc d'aller plus loin que la première expédition. En 1989 précisément, l'Allemagne lance une seconde expédition, confiée en ce moment-là au lieutenant Kurt von Morgan. Arrivé à la côte Kribi, il recrute le jeune Mbenga Mebono comme domestique. Mais cet orphelin lui servira pas seulement de domestique, mais de guide, de soldat. Lui-même dit dans ses récits que c'est au niveau chez les Etenga, il n'a eu la vie sauve que grâce à Mbenga Mebono. Et par endroits, il prend les armes pour l'aider à réprimer la révolte des populations locales. Ils arrivent à Yaoundé, ils séjournent quelque temps, ils continuent et il parvient à Tibati avec l'aide de son guide-interprète. Kurt von Morgan décide d'amener Mbenga Mebono en Allemagne pour le service qu'il lui a rendu. Il l'amène en Allemagne, là il fait la catéchèse et il est baptisé sous le prénom de Martin Paul Samba. Dans un premier temps, il va suivre un cours de langue qui dure pratiquement de mai 1891 à la fin de 1891. Il est inscrit à l'école militaire pour une formation qui devait initialement durer 3 ans. Il est intégré dans le corps des fusiliers de la garde impériale à Berlin et pendant un certain nombre de mois, il sera placé à côté du drapeau à Berlin. En Allemagne, tout était encore un peu de nouveau. Il fallait encore faire des expériences. Il y avait des autres cas, des sujets coloniaux qu'on a amenés en Europe, en général sur l'initiative des missionnaires ou de certains officiers, etc. Comme c'était le cas chez Zampa, et je crois vraiment dit en Allemagne, on l'appelait Zampa, il est écrit avec Z. Il est resté à Kladow, Kladow se trouve un peu entre Berlin et Potsdam, à la maison d'un prêtre. Mais au bout de 2 ans, la formation s'achève parce que celui qui l'avait amené, notamment Kurt von Morgan, est rappelé d'urgence au Cameroun. Ceux qui sont restés n'arrivent pas à assurer l'ordre. Il y a des problèmes, il y a les premiers policiers qui avaient été recrutés pour opérer au Cameroun venant du Dahomey, comme on l'appelait à l'époque, se sont révoltés. Les Bakweri se sont révoltés et il y a d'ailleurs un officier allemand qui est tué, Gravenreuth, dont la situation est en train d'échapper aux Allemands. Il décide donc de faire revenir Kurt von Morgan. Celui-ci accepte la proposition, revient donc en 1894, s'associe les services de Hans Dominique et n'oublie pas de ramener avec lui Martin Paul Samba. Ils l'ont pris. Ils l'ont emmené chez eux. Ils l'ont formé. Et
au lieu de nous le rendre, ils vont s'en servir contre nous pour ce qu'ils vont appeler la pacification du Cameroun. Dans cette pacification du Cameroun, le rôle central est celui de Martin-Paul Samba. Parce que lorsqu'on lit les témoignages de ces officiers qui ont été avec lui, à chaque coup, il ne manque pas de célébrer les qualités militaires de Martin-Paul Samba. Quand il rentre, il contribue à la répression et prend part à beaucoup d'autres campagnes comme chez les Ndjila en 1898. La conquête du Sud, jusque pratiquement dans la lisière de la Damawa, a été réalisée en grande partie grâce à l'expertise de Martin-Paul Samba. Quand on voit la relation de proximité qui a existé entre Martin-Paul Samba et les officiers supérieurs allemands qui l'ont accepté, il y a une telle proximité, une telle confiance que c'est vraiment une relation de père au fils. Et cela montre aussi ce qu'on dit même de l'orphelin. Chez nous en Afrique, lorsqu'on est orphelin, bon, vraiment, on s'attache vraiment à celui qui vous permet de devenir quelqu'un. Très rapidement, il entre dans l'estime de ce supérieur. Il devient même en quelque sorte l'oreille. Prenons le cas de Kurt von Morgen, par exemple, lui qui porte son sabre, c'est lui qui porte son revolver. Vous imaginez dans ce contexte colonial, lorsqu'on permet à un Africain de porter des outils aussi prestigieux, aussi stratégiques, cela signifie que c'est lui qui a cette estime-là est entré dans une confiance absolue. Donc c'est vraiment sa fidélité, son honnêteté qui font qu'il gagne très rapidement l'estime de ses supérieurs. Samba. C'était un vaillant jeune homme d'environ 18 ans qui, durant mes voyages ultérieurs, s'est montré par son intrépidité, son attachement et ses services un homme fidèle et digne de confiance. Aussi, par reconnaissance pour sa fidélité, l'ai-je emmené avec moi en Europe pour l'éduquer. Rapidement, il devint un personnage respecté et important de l'expédition. On supposa que c'était pour lui que je cherchais à connaître l'état d'esprit des porteurs et que je le mettais au courant de tous mes plans. Samba étant sous-officier, de temps en temps, il était chargé d'effectuer quelques patrouilles. Donc de sortir avec quelques soldats pour regarder là. Il n'était pas chargé de faire les grandes expéditions. Il était un intermédiaire aussi. Celui qui a... Et Dominique décrit ça très bien dans son livre. C'était un peu sa main droite. Et là, c'était la stratégie de Hans Dominique. Il n'avait pas que Samba à ses côtés, il avait aussi celui qui va devenir le chef supérieur des Ewondo et des Bénin, Charles Atangana Nchama. Donc Atangana Nchama, lui, c'était le négociateur, celui qu'on envoie d'abord. Et quand la négociation échoue, on envoie Samba qui va faire comprendre aux chefs qui s'opposaient à la conquête coloniale allemande qu'ils n'avaient aucune chance parce que l'Allemagne avait des capacités militaires capables de venir à bout de leur résistance. Et quand ce langage-là échouait, c'est en ce temps-là qu'il jouait dans le rôle de militaire. Il a reçu une flèche au niveau de sa cuisse. Et c'était une flèche empoisonnée.
qu'il a dû traiter avec nos ingrédients traditionnels pour que le poison ne l'amène pas au-delà. Et c'est même ainsi qu'il va quitter l'armée allemande, parce que devenu impotent, il ne pouvait plus être le soldat qui était. Et par la suite, les Allemands l'ont aidé à se reconvertir en commerçant. Il se met au compte des films coloniaux, des films allemands. Il devient donc un opérateur économique. Il travaille avec les films allemands. Et il faut savoir que à cette période-là, les peuples de l'Hinterland avaient besoin des produits venant de l'extérieur et les négoces européens, les maisons de commerce avaient besoin des produits tropicaux venant de l'intérieur. Et les peuples avaient besoin des produits manufacturés venant de l'Europe et de l'Allemagne. Et Samba a compris cela. C'est comme ça qu'il va donc devenir un opérateur économique, un intermédiaire entre les maisons de commerce allemandes et évidemment les peuples de l'Hinterland. Il va créer des antennes à Bertois, à Nangeboko, à Olama, évidemment à Ebolova et à Kribi. De temps en temps, pendant cette période-là, par exemple, lorsque les Allemands décident d'attaquer les Yezum de Simcoe, on retrouve Martin-Paul Samba comme négociateur. Et le même Martin, on le retrouve aussi lorsque les Allemands décident d'en découvrir avec Nkalmatsuka, plus connu sous le nom de Ngelmanduka, à l'Est. Quand Martin-Paul Samba quitte donc l'armée, il devient commerçant et rend ses services aux Allemands. Il attend en retour que les Allemands le reconnaissent pour services rendus. Et sachez qu'en 1913, les Allemands avaient reconnu quelqu'un d'autre, Charles Tangana, qui a également apporté une contribution, qui a collaboré avec les Allemands, a été, si on peut le dire, gratifié. Les Allemands lui ont donné, l'ont sanctionné positivement, puisque de son retour d'Allemagne, où Martin-Paul Samba était avant, il est désigné chef supérieur de Bénin, de Yaoundé et Bénin, par les Allemands. Donc Martin-Paul Samba estimait que pour ce qu'il a fait, il n'en méritait pas moins. Il pensait qu'il pouvait devenir lui aussi le chef supérieur des Boulous, ce qu'il n'a pas été. Samba voulait mener ses affaires, devenir par lui-même un Nkoukouma grâce à ses commerces et ses plantations. Mais pouvait-il laisser ces gens persécuter à ce point son peuple? La violence coloniale touche désormais tout le territoire du Cameroun. C'est-à-dire n'épargne pas sa zone d'origine. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, il a appris que Von Hagen, le chef de poste de Bolova, et le lieutenant Wellam ont racheté les bébés des mains de leur maman qu'ils ont jetés dans la mer. Les pauvres mamans n'avaient que leurs yeux pour pleurer. Et c'est là qu'il va donc mettre en place une activité de rébellion, de sédition, en amenant avec lui un ensemble de personnalités, de chefs qui eux-mêmes n'étaient plus en odeur de sainteté avec l'administration coloniale allemande. Il y a d'abord le chef Madola de Batanga.
Quand les Allemands sont arrivés, Batanga était le point focal de l'activité économique. Mais Malsen a délocalisé la ville de Batanga à Kribi et Madola a perdu son prestige. Il n'a jamais pardonné cela à Malsen. Et dans Nimbita, le chef d'Adjap, il a été convoqué à Kribi parce que les presbytériens des Foulane l'ont dénoncé qu'il brimait ses femmes. Donc il y a eu une conjonction de facteurs défavorables d'abord à l'administration allemande et ces facteurs-là, Samba les exploite. Il va d'abord sensibiliser les chefs, il va tenir des réunions et il va même demander qu'on apprête les jeunes qui vont lui servir de combattre l'administration coloniale allemande. Et il se sert aussi de la proximité de Madola avec un certain nombre d'opérateurs économiques, ceux-là qui ne sont pas allés s'installer à Kribi. Bon, les Allemands qui sans doute le surveillaient, les Allemands sans doute vivants de ce qu'ils projetaient en essayant de rassembler d'autres fortes têtes du pays pour essayer de se révolter. Le 1er août 1914, von Hagen le fait arrêter, ainsi que les autres chefs. Surtout qu'on le soupçonnait d'importer des armes et d'entraîner en brousse une milice populaire. Une perquisition à son domicile permet de mettre la main sur les documents, les lettres qui font état de ses contacts avec les Français et les Britanniques. Alors, le 3, ils sont jugés, condamnés à la peine capitale. Le 8 août, les autres chefs sont pendus, mais lui, le meneur, il est fusillé. Samba n'avait pas peur de mourir. Debout, il attendit le signal. Le commandant Blanc cria. Samba sortit de sa poche un mouchoir qu'il l'agita. Les fusils crépitèrent, mais les balles sifflèrent tout autour et aucune n'osa le toucher. Le commandant ordonna au premier soldat, tirez! Le coup partit. Le mouchoir s'agita, mais les balles passèrent en sifflant. Le second soldat tira. Le mouchoir s'agita, et les balles passèrent en sifflant. Alors le commandant Blanc, furieux, cria à tout son peloton. Pas! Tout le peloton tira en même temps. Le mouchoir s'agita, mais Samba, toujours souriant, était toujours debout. Alors, à ce moment-là, il dit, écoutez-moi, je n'ai pas peur de mourir. Maintenant, vous pouvez tirer. Louven! Les fusils crépitèrent. Samba tomba. Il s'écoula. Il était mort.
Mon cœur pleure, oh, oh, Samba. Ce que Samba m'avait dit, c'était bien la vérité. Mon cœur pleure, oh, oh, Samba. Ça a été la stupeur générale dans la ville de Bolova, dans les zones avoisinantes, et les échos se sont répercutés aux quatre coins du sud Cameroun et même dans la région du centre et plus tard partout au Cameroun. Les gens voyaient en Samba le Messie, le libérateur. Ce que Samba m'avait dit, c'était bien la vérité. Mon cœur pleure, oh, oh, Samba. Mon cœur pleure, oh, oh, Samba. Mon cœur pleure, oh, oh, Samba. Ce que Samba m'avait dit. L'histoire de Samba, c'est un mystère qui reste propre au Yéma. Le jour où il est mort, il dit, je n'ai pas peur de la mort, vous pouvez me tuer, mais vous n'aurez jamais le Cameroun. Et on atteint Samba. Ses frères étaient venus récupérer son corps. Il avait amené vers Angalé, c'est à côté de Bolova. C'est jusqu'à ce niveau que nous connaissons l'histoire de Samba. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut vous dire là où on a enterré Samba. Mais Samba est tombé devant la place du gouvernorat aujourd'hui, la province, là au niveau de Bolova. Ce qui lui faisait le plus mal, c'est qu'il avait été trahi par ses frères, qui croyaient que c'est parce qu'il voulait être le chef de tous les boulots. Et pourtant, ce n'était pas ça. Donc, il est trahi et il pouvait avoir le temps de s'organiser et partir. Mais c'est parce qu'il c'était un enfant béni et il avait suivi l'initiation, les rites initiatiques. On le dit, il les avait, ses pouvoirs ancestraux, mais il a attendu les Blancs là. Et il y a un boulot qui peut vous dire que Samba n'était pas un petit dieu. Mais c'était un homme, peut-être que vous ne comprenez pas encore. Samba était au-dessus de cette nomenclature. Tempo Samba pour moi représente un combattant, un exemple. Je suis heureuse d'être née dans la famille d'une personne historique qui a voulu sauver le Cameroun. Bon, pour moi, il représente un héros pour le Cameroun. Je vous le dis, personne ne sait où on l'a enterré. Et celui qui vous dira qu'on a enterré Samba à ce niveau, dites-lui que c'est un blagueur. Mais c'est comme ça les grands hommes. Dans ma Bible que je lis, personne n'a vu la tombe de Moïse. Vous savez, il y a quelque chose de propre à une certaine catégorie de personnes. Et il y a un mystère qui entoure, qui auréole la vie de ces gens. Et Samba était de cela. Biya yiwo a Samba, biya yiwo a Samba, mamese onga jobia, mese membe foete, biya yiwo a Samba, mamese onga jobia, mese membe foete, biya yiwo a Samba. Alors, cette histoire de mouchoir blanc, même au niveau de Rudolf Douala Mangabel, il a dit, si vous me tuez, vous n'aurez jamais le Cameroun. N'est-ce pas une construction a posteriori? Donc, je n'y étais pas. Je ne peux que le constater et faire une analyse en me disant que, oui, nos héros ont besoin de légendes. Oui, ils ont besoin de légendes. Même si elles ont été construites, c'est pour l'identité de nos générations plus tard, pour dire, oui, que nous n'avons pas accepté la colonisation, nous avons résisté et nous avons dit aux colonisateurs, vous n'aurez jamais le Cameroun. Martin Paul Samba, c'est un militaire qui s'est engagé pour une armée. Et vous connaissez tout ce qui concerne certains comportements déviants lorsqu'on a pris un engagement militaire. Donc, à mon avis, il faut le voir comme un militaire qui s'est engagé dans une armée et qui s'est mis au service de cette armée. Bon, aujourd'hui, il y a des Africains qui sont dans la Légion étrangère, qu'on peut envoyer en mission au Cameroun. Il y a des Camerounais sans doute dans la Légion étrangère française, qui peuvent venir en opération au Cameroun. On les a vus en Afrique. Bon, ils ont agi comme des militaires, d'abord comme des militaires. À un moment donné, il a collaboré avec les Allemands. Et à un autre moment, il s'est retrouvé dans un ultime moment de sa vie, il a voulu se réconcilier avec les siens. Bon. Donc voilà des séquences qui sont historiquement vérifiables. Alors ce comportement-là, ouais, il est semblable à celui
d'autres personnalités comme Rudolf Douala, Mangabel. Il a été amené en Allemagne, il a été formé, il est rentré travailler dans l'administration de la justice allemande à Douala. Et à un moment donné, quand il a vu que les Allemands voulaient exproprier les Douala, allez, il a dit non. Les Allemands ont dit tu choisis ou la révolte ou ton poste. Il avait 3000 marks par mois. Il a dit j'ai choisi de défendre les intérêts de mon peuple. Il faut bien le dire, le Cameroun n'est pas une création camerounaise, c'est une création allemande. Ce territoire a été créé sur la base des traités avec certains chefs de la côte, sur la base des négociations avec certains chefs de l'Interland et sur la base des conquêtes militaires. Et enfin, sur la base des négociations avec les autres administrations coloniales. La Grande-Bretagne, la France. Et c'est comme ça qu'en 30 ans de présence au Cameroun, l'Allemagne s'est taillé un vaste territoire d'environ 750 000 km². Et Martin Paul Samba a participé à l'œuvre de conquête, de mise en place de ce territoire en tant que second de Hans Dominique. Donc Martin Paul Samba, en tant qu'officier, il a fait son travail et rien que son travail. Il a servi les Allemands. Il leur a permis de bien s'implanter. Donc c'est un collaborateur. Ensuite, il a décidé de les quitter pour aller défendre les intérêts de son peuple, de ses frères Boulou. Voilà un résistant. C'est la résistance. Mais ce qui complique les choses ici, c'est que il entre en contact avec d'autres colons pour expulser l'Allemagne. Et c'est pour ça que, bon, j'ai l'habitude de discuter avec mes collègues. Je dis, bon, on ne peut pas le considérer comme un nationaliste. Et vous comprenez la différence qu'il y aura entre Rudolf Douala Mangabel, Ngosodine et tout le reste, et Dandé, qui ont été pendus, et Martin Paul Samba a été fusillé. Et toute la différence est là. Il a été fusillé parce que les Allemands le reconnaissent comme l'un des leurs, mais qui a trahi. Ils ne le reconnaissent pas comme un Africain qui s'est rebellé ou qui a résisté contre une conquête allemande, mais plutôt comme un Allemand. Mon cœur pleure au samba, mon cœur pleure au samba. Ce que Samba m'avait dit, c'était bien la vérité. Mon cœur pleure au samba. Vous croyez vraiment que c'était une affaire simple? Samba, c'était un esprit, un grand esprit. Ce que Samba m'avait dit, c'était bien la vérité. Mon cœur pleure au samba. Mon cœur pleure au samba. Mon cœur pleure au samba. Ce que Samba m'avait dit, c'était bien la vérité. Mon cœur pleure au samba. Mon cœur pleure au samba. Mon cœur pleure au samba. Ce que Samba m'avait dit, c'était bien la vérité. Mon cœur pleure au samba. Mon cœur pleure au samba. Mon cœur pleure au samba. Ce que Samba m'avait dit, c'était bien la vérité. Mon cœur pleure au samba. Mon cœur pleure au samba. Mon cœur pleure au samba. Ce que Samba m'avait dit, c'était bien la vérité. Mon cœur pleure au samba. Mon cœur pleure au samba. Mon cœur pleure au samba. Ce que Samba m'avait dit, c'était bien la vérité. Mon cœur pleure au samba. Mon cœur pleure
Samba. Mon cœur pleure, oh Samba. Ce que Samba m'avait dit, c'était bien la vérité. Mon cœur pleure, oh Samba. Mon cœur pleure, oh Samba. Mon cœur pleure, oh Samba. Ce que Samba m'avait dit, c'était bien la vérité. Mon cœur pleure, oh Samba.